Après le décès de mes parents, je suis allé vivre chez mon oncle. Quand j'avais 7 ans, il m'a déposé dans une gare en guise de blague. Ma tante a ri, voyons si le gamin peut retrouver le chemin de la maison. Ils ont parié que je reviendrais en pleurant dans 1 heure. Je ne suis jamais revenu. 20 ans plus tard, ils m'ont enfin retrouvé. Ce matin, 28 appels manqués. Et un message avec 5 mots auxquels je ne m'attendais pas. J'avais 7 ans, lorsque mon oncle m'a déposé à la gare de Johnson City, dans le Tennessee, en me disant qu'il serait de retour dans 1 heure. Je me suis assis sur un banc en bois, avec un sac à dos contenant un change de vêtements et une barre de céréales. Et j'ai attendu. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Puis j'ai arrêté d'attendre, car même à 7 ans, on comprend la différence entre quelqu'un qui est en retard et quelqu'un qui ne reviendra pas. Mon oncle n'était pas en retard. Il ne reviendrait pas. Il était à la maison, à 6 kilomètres de là, dans une maison que l'argent de mes parents décédés avait achetée, en faisant un pari avec sa femme sur le temps qu'il me faudrait pour revenir en pleurant. Elle a dit 30 minutes. Il a dit 1 heure. Ils avaient tous les deux tort. La réponse était jamais. L'enfant de 7 ans qu'ils avaient laissé à la gare n'est pas revenu en pleurant. Il n'est pas revenu du tout. Il a marché jusqu'à une station-service sur West Market Street, et a dit à un étranger que son oncle l'avait laissé. L'étranger a appelé la police. Et la police a appelé les services de protection de l'enfance, qui m'ont placé dans une famille d'accueil. J'ai passé les 11 années suivantes, élevé par un système qui maintient les enfants en vie, sans nécessairement leur apprendre qu'ils comptent. 20 ans plus tard, après 20 ans de foyer d'accueil, d'émancipation, de moteur diesel, et une maison louée à Knoxville avec un chien de sauvetage nommé Hatchet. Je me suis réveillé un mardi matin d'octobre 2025, avec 28 appels manqués sur mon téléphone. Tous provenaient d'un indicatif 423, Johnson City, un numéro que je ne reconnaissais pas, d'un endroit que j'essayais d'oublier depuis mes 7 ans. Un message vocal, la voix d'une femme, jeune, nerveuse, tremblant comme le font les voix, lorsque la personne qui parle sait que ce qu'elle est sur le point de dire va faire détonner quelque chose. Ronique, c'est Noël. Noël Ledford. Je suis ta cousine, la fille de Darnell. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de nous, mais j'ai trouvé quelque chose dans les dossiers de mon père. Quelque chose concernant tes parents. Quelque chose qu'il t'a pris. Je dois te le dire en personne. S'il te plaît, rappelle-moi. Et un message texte, 5 mots. Il a volé ce qui était à toi. J'ai fixé ces 5 mots pendant environ 40 minutes, assis au bord de mon lit, dans la maison de 2 chambres louées, du côté de Knoxville, avec Hatchet dormant sur le sol à côté de moi, et la lumière d'octobre traversant la fenêtre. Et ces 5 mots posés sur l'écran de mon téléphone comme une mèche allumée il y a 20 ans, et qui n'atteignait que maintenant sa charge. Il a volé ce qui était à toi. Mais avant de te dire ce que mon oncle a volé, avant de te parler des 357 000 $ de l'assurance vie, et de la maison à Asheville, et du fonds fiduciaire qui était censé me porter jusqu'à 18 ans, et qui a plutôt porté mon oncle vers un nouveau camion, une plus grande maison. Et une vie construite sur l'argent d'un couple décédé. Je dois te parler de la gare, parce que la gare est l'endroit où Ronique Ledford a commencé. Pas né, commencé. Je suis né à Asheville, en Caroline du Nord en 1998, de parents qui m'aimaient. J'ai commencé à Johnson City, dans le Tennessee, en 2005, dans une gare où personne n'est venu. Mes parents étaient Monroe et Gretchen Ledford. Mon père était électricien. Ma mère était hygiéniste dentaire. Ils vivaient dans une maison de 3 chambres, dans une rue bordée d'érables à Asheville, qu'ils avaient achetée en 2001 pour 185 000 $. Parce que ma mère aimait le Porsche, et mon père le garage, et ils aimaient tous les deux le district scolaire. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient la classe moyenne américaine particulière, où l'on a assez pour un prêt immobilier, une deuxième voiture, et des vacances un été sur 2, mais pas assez pour arrêter de s'inquiéter du chauffe-eau. Ils sont morts sur l'I-40, près d'Asheville, un mercredi de mars 2005. Un semi-remorque a traversé le terre-plein central. La collision a été immédiate. Ils étaient tous deux partis, avant que quiconque ne puisse réagir. J'étais à l'école, en 2e année. Une enseignante nommée Madame Hoffman m'a retiré de la classe à 13h15 et m'a conduit au bureau du directeur, où une femme des services de protection de l'enfance m'attendait.
Et la femme m'a dit que mes parents avaient eu un accident de voiture, et qu'ils étaient partis. Et je lui ai demandé ce que « parti » signifiait, car à 7 ans, « parti » est une direction, pas un état. Et la femme a dit « Ils ne reviendront pas, chérie. » Et ce fut la première fois que quelqu'un me disait qu'une personne que j'aimais ne reviendrait pas. Mais ce ne serait pas la dernière. Je n'avais pas de grands-parents. Les parents de ma mère étaient décédés, avant ma naissance. La mère de mon père est décédée en 2003. Le père de mon père est décédé en 1998, l'année de ma naissance. Il y avait un seul parent, le frère aîné de mon père, Darnell Ledford. Il vivait à Johnson City, Tennessee, à 110 km au nord d'Asheville. Il avait 32 ans, était marié à une femme nommée Faye, et avait 2 enfants. Colby, qui avait 6 ans, et Noël, qui avait 3 ans. Darnell a accepté de prendre ma garde. Non pas parce qu'il voulait un neveu, mais parce que mes parents avaient un testament, et le testament nommait Darnell comme tuteur, et à la tutelle était attaché le patrimoine. Mes parents avaient 240 000 $ d'assurance vie, 2 polices de 120 000 $ chacune, se nommant mutuellement bénéficiaire principal, et moi bénéficiaire contingent. Ils avaient un compte d'épargne de 47 000 $. Et ils avaient la maison, qui valait environ 210 000 $, avec 140 000 $ restants sur le prêt immobilier, soit environ 70 000 $ de capitaux propres. Au total, environ 357 000 $. Chaque dollar que mes parents avaient réussi à accumuler au cours de leur vie de travailleurs. Tout cela m'était destiné. Tout cela était placé dans un fonds fiduciaire géré par mon tuteur légal. Mon tuteur légal était Darnell Ledford, un vendeur de voitures d'occasion sur State of Franklin Road à Johnson City, qui gagnait 38 000 $ par an, et avait 62 000 $ de dettes de cartes de crédit et de prêts automobiles. Un homme qui regardait un orphelin de 7 ans, et ne voyait pas un enfant, mais un compte en banque sur pattes. J'ai déménagé à Johnson City en avril 2005, un mois après la mort de mes parents. Je me souviens du trajet, le camion de Darnell, un Dodge Ram rouge délavé, avec un pare-brise fissuré, et un désodorisant en forme de pain, qui était censé sentir le pain, mais sentait la déception chimique. Faye était sur le siège avant. Elle ne s'est pas retournée pour me regarder une seule fois, pendant les 110 km du trajet. La maison de Johnson City était plus petite que celle de mes parents. 2 étages, 3 chambres, une pour Darnell et Faye, une pour Colby, une pour Noël. On m'a donné le canapé, pas temporairement, mais en permanence. Un canapé dans le salon, avec une couverture et un oreiller, et l'entente implicite qu'un invité, même permanent, n'a pas de chambre. Je n'étais pas inscrit à l'école. 5 mois se sont écoulés et Darnell ne m'a jamais inscrit. Je ne sais pas si c'était de la négligence ou de la stratégie. Un enfant non inscrit est un enfant invisible. Et un enfant invisible n'a pas de professeur qui pose des questions sur la raison pour laquelle il dort sur un canapé, et porte les mêmes vêtements 3 jours de suite. J'étais en deuil. Je mouillais le lit, le canapé régulièrement. J'avais des cauchemars. Je pleurais dans mon sommeil. Ce sont des réactions normales, pour un enfant de 7 ans, dont les parents viennent de mourir. Faye ne les considérait pas comme normales. Elle les considérait comme agaçantes. Je l'ai entendu dire à Darnell, une nuit, alors qu'il me croyait endormi, « Ce gamin est trop de travail. Je n'ai pas signé pour ça. » Tu n'as pas signé pour le gamin, Faye. Tu as signé pour les 357 000 $. Un samedi d'août 2005, 5 mois après mon arrivée, Darnell m'a dit de monter dans le camion. Nous nous sommes rendus à la gare, un petit arrêt Amtrak sur Depot Street à Johnson City. Il s'est garé, m'a dit de sortir. Reste ici. Je reviens dans 1 heure. Où vas-tu? J'ai une course à faire. Attends juste sur le banc. Je reviens. Puis-je venir avec vous? Non. Attends ici. Il est parti en voiture. Je me suis assis sur le banc. J'avais mon sac à dos, un change de vêtements, une barre de céréales, une figurine Spider-Man, qui était mon jouet préféré depuis la maternelle, et que j'avais apporté de la maison de mes parents. Car c'était le dernier objet physique qui me rattachait à une vie où les gens revenaient quand ils disaient qu'ils le feraient. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures. Le soleil s'est déplacé, les ombres ont changé, un train est passé et reparti. Des gens passaient devant moi, des adultes, des navetteurs, des employés de la gare,
et aucun d'eux ne s'est arrêté, car un enfant de 7 ans sur un banc n'est pas assez inhabituel pour être examiné, et le monde est plein d'enfants assis dans des endroits où des adultes les ont laissés. Vers 17h30, 3 heures après que Darnell m'ait déposé, j'ai cessé d'attendre. Je n'ai pas pris de décision consciente. Quelque chose dans mon cerveau d'enfant de 7 ans a simplement recalculé. L'entrée, mon oncle a dit 1 heure, 3 heures se sont écoulées, a produit une sortie, il ne vient pas. Et la sortie a produit une action, marcher. Je n'ai pas marché vers la maison de Darnell. Je ne connaissais pas assez bien le chemin. J'étais à Johnson City depuis 5 mois, mais Darnell ne m'avait jamais emmené nulle part à pied, jamais conduit dans le quartier, jamais orienté dans la ville. J'ai marché vers le mouvement, vers les lumières, vers la station-service sur West Market Street, où une femme nommée Pauline Crutcher faisait le plein de sa voiture à 18 h un samedi, et a vu un garçon de 7 ans marcher seul sur le trottoir avec un sac à dos Spider-Man. « Où sont tes parents, mon chéri ? » « Ils sont morts. » Ces 2 mots, le résumé le plus efficace de ma vie. 2 mots qui contenaient un semi-remorque sur l'I-40, et une femme des services de protection de l'enfance, et un canapé à Johnson City, et un banc à une gare, et le silence particulier d'1 heure, qui devient 2 heures, qui devient 3. Avec qui es-tu ? Mon oncle. Mais il m'a laissé. Où t'a-t-il laissé ? À la gare. Pauline Crutcher a fait ce que Darnell Ledford aurait dû faire 5 mois plus tôt. Elle a appelé quelqu'un qui pouvait aider. Elle a appelé la police. La police de Johnson City a envoyé un agent. L'agent m'a emmené au poste, a appelé Darnell. Darnell a paniqué. C'était une blague. Je lui enseignais l'indépendance. Je revenais. L'agent ne l'a pas cru. Les services de protection de l'enfance ont été appelés. Un enquêteur est venu à la maison le lendemain, a constaté l'absence de chambre pour l'enfant placé, l'absence d'inscription scolaire, un minimum de vêtements, un enfant dormant sur un canapé, qui avait été abandonné à une gare par son tuteur légal. Les services de protection de l'enfance m'ont retiré de la garde de Darnell en septembre 2005. Darnell a été accusé d'abandon d'enfant, un délit au Tennessee. Il a plaidé sans contestation, a été mis à l'épreuve, et a perdu la garde de façon permanente. Je suis entré dans le système de placement familial du Tennessee. 7 ans, sans parents, sans fonds fiduciaire bien que je ne connaissais pas le fonds fiduciaire. Sans famille, rien d'autre qu'une figurine Spider-Man, et la connaissance que le monde contient 2 sortes de personnes. Les gens qui reviennent et les gens qui ne reviennent pas. J'ai passé 11 ans dans le système. 4 foyers d'accueil, de 7 à 18 ans. Le premier foyer était à Kingsport, un couple qui avait 4 enfants placés, et la capacité organisationnelle d'un centre de tri. J'étais nourri. J'étais logé. Je n'étais pas connu. J'y ai vécu pendant 2 ans. Et la chose la plus personnelle qu'il m'ait jamais dite, c'est « passe le ketchup ». Le deuxième foyer était différent. Morristown, Tennessee. Une femme nommée Gertrude Odom, 55 ans, veuve, vivait seule dans une maison jaune avec un potager et un chat nommé Président. Gertrude était ce qui se rapprochait le plus d'un parent pour moi, après les miens. Elle m'a appris à cuisiner des œufs brouillés d'abord, puis du fromage grillé, puis du chili, puis un dîner dominical complet, que je porterai avec moi pour le reste de ma vie, comme le goût d'être valorisé. Elle m'a inscrit à l'école. Elle a vérifié mes devoirs. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Gertrude n'était pas une câline, mais elle s'asseyait avec moi à la table de la cuisine, tous les soirs, et me demandait comment s'était passée ma journée, avec l'intérêt authentique d'une femme qui considérait la réponse importante. Gertrude est décédée en 2010, d'un AVC. J'avais 12 ans. Je suis rentré de l'école et je l'ai trouvée sur le sol de la cuisine, et je suis resté à ses côtés jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, et les ambulanciers m'ont dit qu'elle était partie. Et partie signifiait la même chose, que 5 ans plus tôt, ne pas revenir. Le troisième foyer était à Mayville, un couple qui fournissait de la nourriture et un lit, et rien d'autre. Très bien. J'étais habitué à très bien. Très bien est la norme du système de placement familial. Pas terrible, pas bon, juste l'absence prolongée des 2. Le quatrième foyer a changé ma vie. Knoxville, un homme nommé Owen Jessup, routier retraité, 71 ans maintenant. Il en avait 60 quand je suis arrivé en 2014, à l'âge de 16 ans. Owen accueillait des adolescents,
parce qu'il avait lui-même été un enfant placé, des décennies plus tôt, dans une version différente du même système. Et il comprenait que ce dont les adolescents avaient le plus besoin, ce n'était pas de supervision, mais de présence. Un homme dans la pièce. Un homme qui se présente. Un homme qui dit bonjour tous les jours, et le pense. Owen m'a appris les moteurs diesel, non pas comme un programme, mais comme une activité partagée. Son garage abritait un Kenworth T600 de 1987, qu'il était en train de restaurer. Et il me laissait lui tendre les outils. Et puis il me laissait tenir la clé. Et puis il me laissait faire le travail. Et pendant 2 ans de soirée, dans ce garage, j'ai appris que je pouvais réparer des choses, que des systèmes cassés pouvaient être compris et réparés, que ce qui n'allait pas pouvait être trouvé et corrigé, si on était assez patient pour chercher. J'ai quitté le système de placement familial à 18 ans en 2016. Pas de cérémonie, pas de remise de diplôme. On a 18 ans et le système s'arrête. Les chèques s'arrêtent. L'assistante sociale ne vous appelle plus. La structure qui vous a maintenu en vie pendant 11 ans prend fin, comme un abonnement dont vous ne connaissiez pas la date d'annulation. Owen ne m'a pas laissé disparaître. Il m'a aidé à trouver un emploi chez Ridgeway Fleet Service, en tant qu'apprenti mécanicien diesel. Il m'a laissé dormir dans sa chambre d'amis, pendant les 3 premiers mois, jusqu'à ce que je puisse me permettre un acompte, pour la maison de location, du côté est. Il est venu à mon premier jour de travail, m'a serré la main, et m'a dit, tu vas être bon à ça, parce que tu sais déjà réparer des choses, que d'autres ont abandonnées. Je suis chez Ridgeway depuis 9 ans. Je gagne 52 000 $ par an. Je suis le mécanicien que les répartiteurs demandent pour les travaux complexes, ceux où le diagnostic ne correspond pas aux symptômes, et où le moteur fait quelque chose que le manuel n'explique pas. Je les répare parce qu'Owen m'a appris la patience, et mes parents m'ont appris la constance, et le système de placement familial m'a appris que si on attend assez longtemps et qu'on cherche assez bien, on trouvera la pièce défectueuse. Je conduis un Chevy Colorado 2015. Je loue une maison de 2 chambres pour 950 $ par mois. J'ai un chien nommé Hatchet, un bâtard que j'ai trouvé au refuge animalier de Knoxville il y a 3 ans, 50 livres de fourrure brune et de mauvaise manière, et la loyauté spécifique d'un animal qui a également été abandonné et connaît la valeur d'une personne qui reste. Je n'avais aucune idée que mes parents m'avaient laissé 357 000 $. Je n'avais aucune idée que Darnell l'avait volé. Je n'avais aucune idée que la maison de Johnson City, la maison où j'avais dormi sur un canapé pendant 5 mois, avant d'être déposé à une gare, avait été achetée avec l'argent de l'assurance vie, que ma mère et mon père décédés m'avaient destiné. Je n'en avais aucune idée, pendant 20 ans, jusqu'au message de Noël, 5 mots. Il a volé ce qui était à toi. Je n'ai pas rappelé Noël immédiatement. J'ai attendu 24 heures, non par dépit, mais par la prudence particulière d'un homme qui a appris à 7 ans, que répondre à une invitation d'un Ledford est dangereux. J'ai réfléchi à l'information pendant une journée entière. Je suis allé au travail. J'ai remplacé un turbocompresseur sur un Freightliner Cascadia. J'ai déjeuné dans la salle de pause. Je suis rentré à la maison. J'ai nourri Hatchet, et je me suis assis sur mon lit, et j'ai regardé les 5 mots, et j'ai décidé à 19h43, un mercredi soir, d'appeler. Noël. Ronique, merci de m'avoir rappelé. Qu'est-ce qu'il a volé? Elle m'a tout raconté. L'assurance vie, 240 000 $, retirée par tranche, sur 18 mois. L'épargne, 47 000 $, vidée en 5 mois. La maison d'Asheville, vendue pour 215 000 $. Hypothèque remboursée, frais de clôture déduits, 70 000 $ de capitaux propres déposés sur le compte fiduciaire, puis retirés sur 4 mois. 357 000 $. Noël a dit, c'est ce que tes parents t'ont laissé. Chaque dollar est allé à mon père. Il a remboursé ses dettes, acheté un camion, versé un acompte sur la maison. Il a dépensé tout ton héritage en 18 mois. Comment sais-tu tout ça? Mon père a un cancer du pancréas, stade 4, diagnostiqué en septembre. Il parle dans son sommeil maintenant, marmonnant à propos de l'argent, et du gamin de Monroe. Colby et moi avons fouillé ses dossiers. Il a tout gardé. Relevé bancaire, relevé de retrait, les documents de clôture de la maison d'Asheville, et une lettre de l'avocat de tes parents, un homme nommé Wendell Pitkin, daté de 2006, avertissant mon père que les retraits étaient illégaux, et lui conseillant de restituer les fonds. Il a gardé la lettre d'avertissement.
Il a tout gardé. Je pense qu'il en avait peur, peur de la détruire, et peur d'agir en conséquence. Alors, il l'a enfermée dans un classeur dans le garage, pendant 20 ans. Et toi et Colby l'avez trouvé. Colby l'a trouvé. Il m'a appelé. Nous avons passé une semaine à tout lire. Et puis nous avons passé une autre semaine à te retrouver. Pourquoi? Parce que tu es notre cousin. Parce que mon père t'a jeté. Parce que la vie que Colby et moi avons eue, la maison, ses études, mon appartement, ont été achetés avec l'argent de tes parents. L'argent qui était censé aller à un orphelin de 7 ans. On ne peut pas ignorer ça, Renick, et on ne peut pas continuer à vivre de ça. Je suis allé à Johnson City le samedi suivant, non pour la réconciliation, non pour les retrouvailles, mais pour la documentation. J'ai rencontré Colby et Noël dans un café sur Ron Street, pas chez Darnell, parce que je n'entrerai pas dans cette maison. Je ne m'assoirai pas sur le canapé où j'ai passé 5 mois à dormir, parce que personne ne m'a donné de chambre. Je ne resterai pas debout dans la cuisine où Ledford a dit, ce gamin est trop de travail. Je ne respirerai pas l'air d'une maison qui a été achetée avec l'assurance vie de ma mère. Colby avait 26 ans, ambulancier, grand, calme, le genre d'homme qui court vers les urgences pour vivre, et qui maintenant court vers une dans sa propre famille. Noël avait 23 ans, assistante vétérinaire, plus petite, plus féroce, celle qui avait appelé, parce que Colby ne trouvait pas les mots. Colby a apporté les dossiers. Un classeur manie épais, rempli de 20 ans de preuves. Je l'ai ouvert sur la table du café, et je l'ai lu comme je lirais un rapport de diagnostic. Page par page, ligne par ligne, cherchant le point de défaillance, traçant l'argent de la source au vol. Relevé de paiement de l'assurance vie, 240 000 $. Déposé sur le compte fiduciaire, le 22 avril 2005. Premier retrait, 15 000 $ le 30 avril 2005. 8 jours plus tard, Darnell n'a même pas pu attendre 2 semaines. Relevé du compte d'épargne, 47 000 $. Vidé en août 2005, le même mois où il m'a déposé à la gare. Déclaration de clôture de vente de maison, 215 000 $. Remboursement hypothécaire, 140 000 $. Frais de clôture, 5 000 $. Produit 70 000 $ déposés sur la fiducie, retiré en décembre 2005. Et la lettre de Wendell Pitkin, avocat, Asheville, Caroline du Nord, datée du 12 mars 2006. Un paragraphe qui disait tout. Monsieur Ledford, je vous écris pour vous informer que les retraits du compte fiduciaire Renick Ledford sont inappropriés, potentiellement passibles de poursuites, et en violation de votre devoir fiduciaire en tant que fiduciaire. Les fonds de ce compte ont été désignés par Monroe et Gretchen Ledford, pour le seul bénéfice de leur fils mineur. Je vous conseille vivement de restituer immédiatement les fonds retirés à la fiducie, et de consulter un conseiller juridique indépendant, concernant vos obligations. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une responsabilité civile et pénale. Darnell a reçu cette lettre en mars 2006. Il n'a pas rendu l'argent. Il n'a pas consulté d'avocat. Il a rangé la lettre dans un classeur et l'a verrouillée. Et puis il a vécu dans la maison que l'argent avait achetée pendant 19 ans de plus. J'ai refermé le dossier. J'ai regardé Colby. Ton père a volé 357 000 $ à un orphelin de 7 ans. Oui. Et puis il m'a abandonné à une gare parce que j'étais une nuisance. Oui, je suis désolé, Renick. Je suis tellement désolé. Ne t'excuse pas pour lui. Tu étais malade quand c'est arrivé. Tu ne savais pas. Je sais maintenant, et je veux arranger les choses. Colby m'a dit ce que lui et Noël avaient décidé. La succession de Darnell, la maison, le camion, les économies et les comptes valaient environ 380 000 $. Colby et Noël refuseraient leur héritage. Tout irait à moi. Cela ne remplacera pas ce qu'il a volé. Mais c'est construit sur ce qu'il a volé. La maison a été achetée avec l'argent de ta fiducie. Les économies se sont accumulées parce que mon père n'a jamais eu à rembourser ce qu'il a pris. C'est à toi, Renick. Ça a toujours été à toi. Tu n'as pas à faire ça. Nous le faisons. Parce que l'alternative est de vivre dans une maison que nous savons avoir été achetée avec l'argent d'un couple mort, qui était destiné à leur fils orphelin. Je ne peux pas faire ça. Noël ne peut pas faire ça. Nous ne sommes pas notre père. Noël a parlé. Renick, Colby et moi,
on nous a toujours dit que tu étais un enfant à problème qui s'était enfui. Que tu étais difficile. Que mes parents avaient fait de leur mieux, et que tu ne pouvais tout simplement pas être aidé. J'ai cru ça pendant 23 ans, et maintenant je sais que tout était un mensonge. Tu ne t'es pas enfui. Tu as été jeté par un homme qui t'avait déjà tout pris. J'ai regardé mes cousins. Ces deux personnes que je n'avais pas vues, depuis qu'ils étaient enfants, depuis que j'étais enfant. Ils étaient assis dans un café, dans la ville où j'ai été abandonné, tenant un dossier plein de preuves que leur père était un voleur, et m'offrant tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Non pas parce qu'il me devait, mais parce qu'il l'avait choisi. Il y a deux sortes de gens dans le monde. Ceux qui reviennent et ceux qui ne reviennent pas. Colby et Noël sont revenus 20 ans plus tard, mais ils sont revenus. Je suis allé chez Darnell, contre l'avis d'Owen. Owen m'avait dit au téléphone la nuit précédente, « N'y va pas, mon garçon. Cet homme ne mérite pas ton temps. » Owen avait raison. Owen a toujours raison. Mais j'y suis allé quand même, parce que je devais me tenir devant l'homme qui m'avait laissé à une gare, et l'entendre expliquer pourquoi, de la même voix, qui avait dit « Je reviens dans 1 heure ». Et qui n'était pas revenu. La maison se trouvait dans une rue résidentielle de Johnson City. Une maison à 2 étages, 3 chambres, avec un garage pour 2 voitures, un jardin qui avait besoin d'être tondu, et un porche avec une chaise à bascule, que personne ne berçait plus. La maison qui coûtait 197 000 $ en 2005, un acompte de 45 000 $ tiré de mon fonds fiduciaire, un prêt immobilier payé avec de l'argent qui aurait dû être le mien. Darnell était dans un lit d'hôpital, dans le salon, 52 ans, cancer du pancréas, 3 à 6 mois. Mais en le regardant, j'aurais deviné 3 semaines. Il pesait peut-être 87 livres. Sa peau était de la couleur de vieux papier. Ses yeux, quand ils m'ont trouvé dans l'embrasure de la porte, étaient les yeux d'un homme qui attendait un visiteur qu'il redoutait depuis 20 ans. Renick. Darnell, tu es venu, non pour toi, pour moi. J'ai besoin de t'entendre le dire. Dire quoi? Que tu as volé 357 000 $ à un orphelin de 7 ans. Que tu as dépensé l'assurance vie de mes parents pour ton camion, ta maison, et tes dettes. Que tu m'as déposé à une gare, parce qu'une fois l'argent parti, je n'étais qu'un coup. Dis-le. La pièce était silencieuse. Le silence particulier d'une pièce où un homme est en train de mourir, et la vérité est plus lourde que la morphine. J'ai pris l'argent, a dit Darnell. Sa voix était faible. La voix d'un homme dont le corps se consumait. Tout. Je me suis dit que je le rembourserais. Je ne l'ai jamais fait. Et la gare. Fay voulait que tu partes. Elle disait que tu étais trop de travail. Je t'ai conduit à la gare parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que tu reviendrais. J'avais 7 ans. Je sais. Tu as laissé un enfant de 7 ans à une gare parce que ta femme te l'a dit. J'étais faible. Renick, j'étais un homme faible avec l'argent de tes parents, et une femme qui ne voulait pas de leur enfant. Et j'ai pris la pire décision qu'un homme puisse prendre. J'ai choisi la commodité, plutôt que la responsabilité. Tu n'as pas choisi la commodité. Tu as choisi le vol. Tu as volé mon enfance, et mon héritage. Tu as pris tout ce que mes parents m'avaient laissé, et tu l'as dépensé pour toi, et puis tu m'as jeté comme un reçu. Je suis désolé. Tu es en train de mourir, Darnell. Désolé, c'est facile quand on est mourant. Désolé aurait signifié quelque chose il y a 20 ans, quand je dormais sur le canapé d'un étranger à Kingsport, me demandant pourquoi mon oncle n'était pas revenu à la gare. Désolé aurait signifié quelque chose quand j'avais 12 ans, et que Gertrude est morte, et que j'ai dû recommencer dans une autre maison, avec une autre famille qui n'était pas la mienne. Désolé aurait signifié quelque chose quand j'ai eu 18 ans, sans rien. Pas d'argent, pas de famille, pas de fondation, parce que tu avais volé la fondation que mes parents avaient bâtie pour moi. Je sais. Sais-tu ce que j'ai fait après la gare? Sais-tu ce qui est arrivé à l'enfant de 7 ans, pour qui tu as parié qu'il reviendrait en pleurant dans 1 heure? Non. 4 foyers d'accueil. 11 ans. J'ai dormi sur les canapés des autres, et dans les lits des autres, et dans les maisons des autres, pendant 11 ans, parce que mon oncle a volé mon argent, et m'a déposé à une gare. J'ai eu 18 ans, sans rien. Pas de fonds fiduciaires, pas d'économie, pas de famille. Je suis devenu mécanicien diesel,
parce qu'un camionneur retraité nommé Owen Jessup m'a appris à réparer des moteurs, parce que l'État du Tennessee ne m'a rien appris d'autre. Tout ce que j'ai, le travail, le camion, la maison que je loue, le chien, je l'ai construit, à partir du sol d'un système où tu m'as placé, de mes propres mains, sur une fondation de rien, parce que tu as volé la fondation que mes parents avaient construite pour moi. Darnell pleurait, les pleurs faibles, sans larmes, d'un homme dont le corps avait à peine les ressources pour produire des larmes. Je l'ai regardé pleurer. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti la clarté particulière d'un homme qui vient de clore un dossier de diagnostic de 20 ans, et a trouvé la cause exacte de l'échec. Je ne te pardonne pas, Darnell. Il m'a regardé. Je ne suis pas ici pour te pardonner. Le pardon est pour les gens qui ont essayé, et ont échoué. Tu n'as pas essayé. Tu as pris l'argent d'un enfant de 7 ans, puis tu as jeté l'enfant de 7 ans, et tu ne m'as jamais cherché. Pas une seule fois, en 20 ans. Tu n'as jamais cherché. Tu n'as jamais appelé les services de protection de l'enfance, pour demander si j'allais bien. Tu n'as jamais cherché mon nom sur Google. Tu n'as jamais conduit à Knoxville. Tu m'as juste laissé disparaître, parce que ma disparition était commode. Et maintenant tu meurs. Et tu veux que je dise quelque chose, qui rende la mort plus facile. Je ne vais pas faire ça. Ronick, l'enfant de 7 ans que tu as laissé à la gare a survécu, non pas grâce à toi, mais malgré toi. Et l'homme qui se tient devant toi, maintenant, le mécanicien diesel de Knoxville, qui gagne 52 000 $ par an, et loue une maison, et a un chien de sauvetage, cet homme vaut plus que tout ce que tu as volé, parce que cet homme s'est construit lui-même. Et tout ce que tu as construit a été construit avec l'argent de quelqu'un d'autre. Je suis sorti par le salon, devant le canapé, pas le même canapé, mais dans la même position, contre le même mur, dans la même pièce où j'avais dormi pendant 5 mois en 2005. Par la porte d'entrée, sur le porche avec la chaise à bascule, dans mon Colorado. J'ai roulé en silence jusqu'à Knoxville. Pas de radio, pas de téléphone, juste l'autoroute et le moteur, et le silence particulier qui suit la fermeture de quelque chose qui était ouvert depuis 20 ans. Darnell Ledford est décédé le 18 novembre 2025, 3 semaines après ma visite. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je n'ai pas écrit de mots. Je ne lui devais rien vivant, et je ne lui dois rien mort. Faye ne m'a pas contacté. Elle ne m'a pas contacté depuis août 2005. Je suppose qu'elle était aux funérailles. Je suppose qu'elle s'est assise au premier rang de l'église, qui a accueilli la cérémonie, et a accepté les condoléances de personnes qui ne savaient pas que son mari avait volé l'héritage d'un orphelin, et qu'elle avait ri en laissant l'orphelin à une gare. Je suppose qu'elle est rentrée chez elle après, dans la maison que l'argent de mes parents avait achetée, et a dormi dans le lit que l'argent de mes parents avait fourni, et a ressenti ce que Faye Ledford ressent, ce qui, je suppose, n'est pas grand-chose. Colby et Noël ont tenu parole. Ils ont refusé l'héritage. Leur avocate a travaillé avec la mienne, une femme nommée Vera Schiff à Knoxville, qu'Owen avait recommandée, pour rediriger l'héritage. La maison a été vendue pour 286 000 $. Combiné au camion, aux économies et au compte de Darnell, le total s'élevait à environ 380 000 $. Tout a été transféré à moi. 380 000 $. Grossièrement les 357 000 $ qui avaient été volés, plus 20 ans d'appréciation sur la maison. Le calcul n'est pas exact. La justice l'est rarement. J'ai gardé l'argent pendant 2 semaines. Je ne l'ai pas dépensé. Je n'ai pas fêté. Je suis allé travailler. J'ai réparé des moteurs diesel. Je suis rentré chez moi. J'ai nourri Hatchet. Et j'ai réfléchi à ce que je ferais avec 380 000 $. C'était de l'argent du sang. Pas au sens criminel, mais au sens littéral. De l'argent qui existait parce que le sang de mes parents était sur l'asphalte de l'I-40, et que leur assurance vie avait été versée, et que leur fils de 7 ans était censé le recevoir, et ne l'avait pas reçu. J'ai pris 3 décisions. La première, j'ai remboursé l'hypothèque d'Owen Jessup. La maison d'Owen à Knoxville, une petite maison de 3 chambres, où il avait accueilli 7 garçons, pendant 15 ans, y compris moi, avait 78 000 $ restants sur l'hypothèque. J'ai appelé la banque. Payé. Fini. Owen a protesté quand je le lui ai dit. Ronick, je ne peux pas accepter ça.
Owen, tu m'as appris à réparer des moteurs. Tu m'as laissé vivre dans ta maison. Tu es venu à mon premier jour de travail, et tu m'as serré la main. Tu es la raison pour laquelle j'ai une vie. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que tu gardes ta maison. Fils, ne discute pas. C'est déjà payé. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, ta mère serait fière de toi. J'espère. Elle le serait. Je ne la connaissais pas, mais je sais ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait est bon. La deuxième, j'ai créé un fonds de bourse d'études. Le fonds commémoratif Monroe et Gretchen Ledford, $100 000 de capital initial, géré par l'East Tennessee Community Foundation, accorde des subventions de $5 000 aux enfants placés, qui quittent le système du Tennessee, pour la formation professionnelle. Les frais de scolarité des écoles de métier, les outils, ou le premier mois de loyer. Les choses que personne ne fournit quand on a 18 ans, et que le système s'arrête. Je l'ai nommé d'après mes parents, parce que ce sont eux qui ont gagné l'argent. Pas Darnell, pas moi. Monroe, l'électricien, et Gretchen, l'hygiéniste dentaire, qui ont travaillé, économisé, et s'étaient assurés, et avaient planifié un avenir qu'ils n'ont jamais pu voir. Le fonds est leur héritage, pas le vol, pas la gare, le fonds. Troisièmement, j'ai mis les $22 000 restants dans des économies. Je n'ai pas acheté de maison. Je n'ai pas acheté de nouveaux camions. Je n'ai pas quitté mon travail. Je suis allé travailler le lundi matin, de la même manière que je vais travailler tous les lundis matins. 6 heures. Ridgeway Fleet Service, salopette et café, et un camion Freightliner, avec un raté au cylindre 3, qui avait besoin de mon attention. Parce que Ronick Ledford n'est pas un homme, qui change sa vie, parce que de l'argent est arrivé. L'argent est arrivé, et reparti, dans mon histoire, auparavant. $357 000 sont arrivés, quand j'avais 7 ans, et sont repartis, à mon insu. Cette fois, l'argent est arrivé, avec des documents, et la confession d'un homme mort, et 2 cousins, qui ont choisi de faire ce qui était juste. Et cette fois, j'ai choisi, ce que j'allais en faire. Pas Darnell, pas le système. Moi. Je conduis toujours le Colorado 2015. Je loue toujours la 2 pièces du côté. J'ai toujours Hatchet, qui dort actuellement sur le canapé. Un canapé que j'ai choisi, dans une maison que j'ai choisie. Dans une vie que j'ai construite de mes propres mains, sur une fondation que mon oncle a essayé de détruire. Owen est venu dîner dimanche dernier. J'ai fait le chili que Gertrude m'a appris, la seule recette que je garde de mes années de famille d'accueil. Le goût d'être valorisé par une femme, dans une maison jaune à Morristown, qui est décédée quand j'avais 12 ans, et qui me manque toujours, chaque fois que je remue la marmite. Comment te sens-tu ? A demandé Owen. Pareil. L'argent n'a rien changé. L'argent a changé mon compte en banque. Il ne m'a pas changé. J'étais déjà construit avant que l'argent ne revienne. J'ai été construit à la gare, et dans les foyers d'accueil, et dans ton garage. L'argent n'est que le reçu. La preuve que quelque chose a été pris, et quelque chose a été rendu. Mais la chose qui compte, la chose que Darnell n'a pas pu voler, parce qu'elle n'était pas dans le fonds fiduciaire, était déjà construite. Et c'est quoi ? Moi. Owen m'a regardé par-delà la table. 71 ans, un routier retraité, qui avait accueilli 7 garçons, et vu la plupart d'entre eux lutter, et vu quelques-uns d'entre eux atterrir, et vu l'un d'entre eux, moi, devenir un homme qui pouvait dire, moi, sans broncher. Tes parents seraient fiers, Ronick. Je sais. J'aimerais juste qu'ils soient là pour le dire. Ils sont là. Chaque fois que tu répares un moteur, chaque fois que tu te présentes à 6 heures du matin, chaque fois que tu nourris ce chien ridicule, ils sont là. Ils ont construit les pièces. Tu les as assemblées. C'est comme ça que les parents fonctionnent. Même les morts. Je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais que ça le soit. Je veux que Monroe et Gretchen Ledford soient là, d'une manière ou d'une autre, dans la graisse de diesel sous mes ongles, et le chili sur le poêle, et le fonds de bourse d'études qui porte leur nom. Je veux qu'ils sachent que l'enfant de 7 ans, qui a été laissé à une gare, n'y est pas resté. Qu'il a marché. Qu'il a continué à marcher. Qu'il marche encore, 20 ans plus tard, dans une maison louée à Knoxville, avec un chien de sauvetage, et un emploi stable, et $22 000 en banque,
et un prêt immobilier remboursé, sur la maison de l'homme, qui lui a appris que se montrer est la seule chose qui compte. Je ne pardonne pas à Darnell Ledford. Je ne pardonnerai jamais à Darnell Ledford. Le pardon exige de reconnaître que le mal était une aberration, un écart par rapport à un caractère par ailleurs bon. Le mal de Darnell n'était pas une aberration. C'était son caractère. Il a volé un enfant, et a abandonné l'enfant, et a vécu de ce vol pendant 20 ans, et n'a avoué que parce que le cancer l'y a forcé. Ce n'est pas un homme bon qui a fait une erreur. C'est un homme faible qui a fait un choix, et ce choix m'a coûté mon enfance. Mais je ne porterai pas son nom comme une blessure. Je porterai les noms de mes parents, Monroe et Gretchen, l'électricien et l'hygiéniste dentaire, qui ont laissé à leur fils 357 000 $, et une police d'assurance vie, et une maison de 3 chambres, avec un Porsche, et un bon district scolaire. Parce qu'ils étaient le genre de parents qui se préparaient au pire. Et le pire est arrivé, et la préparation a été volée par un homme, qui ne méritait pas la garde d'un poisson rouge, encore moins d'un enfant. Leurs noms sont maintenant sur un fonds de bourse d'études. Leur argent aide les enfants placés à démarrer dans le monde. Le même monde qui m'a mâché, et recraché, puis d'une manière ou d'une autre, par Gertrude, Owen, et une inconnue de la station-service nommée Pauline, m'a reconstruit. J'ai 27 ans. Je suis mécanicien diesel. Je gagne 52 000 $ par an. Je loue une maison. Je conduis un Chevy Colorado. J'ai un chien de sauvetage nommé Hatchet, qui dort sur le canapé, sur un canapé qui m'appartient, dans une maison où personne ne part, et où personne n'est laissé. C'est assez. C'est plus qu'assez. C'est tout. Si vous avez écouté toute cette histoire, si vous avez ressenti le banc, la station-service, le canapé, le garage, le chili, alors vous savez déjà pourquoi je l'ai raconté. Tous les enfants de la gare ne sont pas retrouvés. Tous les enfants placés ne trouvent pas un Owen. Tous les héritages volés ne sont pas restitués. Mais chaque personne qui écoute ceci connaît quelqu'un qui a été laissé quelque part. Une gare, un mauvais foyer, un système qui a cessé de se soucier, et cette personne marche toujours. Si vous êtes cette personne, continuez à marcher. Le banc est derrière vous. Ce qui est devant est à toi. Si tu connais cette personne, appelle-la. Pas demain. Maintenant, dis-lui les 5 mots qui comptent plus que ceux que Noël m'a envoyés. Pas, il a volé ce qui était à toi. Quelque chose de mieux. Quelque chose que Gertrude me disait chaque soir avant que j'aille me coucher, dans la maison jaune de Morristown. Quelque chose de simple. Je suis content que tu sois là. Dis-le, pense-le, et puis reste. Abonne-toi. La prochaine histoire attend déjà. Tout comme toi.